nous allons recevoir une chercheuse, une artiste. Elle est à la fois artiste et à la fois chercheuse. Et donc, elle va parler un peu de sa démarche, de comment elle fait pour arriver à créer. Ok, Linda. Alors, on va démarrer avec toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par te présenter un peu rapidement pour savoir qui est Linda. Et je pense que la présentation va se faire à partir d'une petite vidéo qui va résumer un peu ce qui tu es. Et ensuite, tu vas nous dire ce qu'il faut rajouter par rapport à ce qui a été dit. Linda Kaninda est de nationalité congolaise, née à Lubumbashi. Auteure en littérature jeunesse et spécialiste en technologie éducative. Elle est doctorante à l'université Bordeaux-Montaigne et chef de travaux à l'université de Lubumbashi. À Cub Création, elle est chargée de projet. Elle parle français, anglais, swahili, lingala et kikongo. Pour son parcours professionnel, on peut retenir que Linda Kaninda est à la fois chercheur et auteur. En effet, depuis 2017, elle est coordonnatrice de plusieurs projets de la chaire UNESCO Pratiques émergentes en technologie et communication pour le développement de l'université Bordeaux-Montaigne. Elle est membre du comité de rédaction de la revue ContextDev de la même chaire UNESCO. Elle est aussi membre de l'équipe de recherche ComNotes à Lubumbashi. En même temps, elle est très active dans l'écriture de livres, de contes et d'autres essais littéraires. Productrice de projets audiovisuels, cinématographiques et de spectacles vivants. Elle signe plusieurs collaborations dont l'une avec le Festival international Kidogo Kidogo depuis sa première édition. Elle est responsable de COFRA, un cabinet de conseil en ingénierie pédagogique spécialisé dans l'intégration de solutions en formation pour les entreprises. Grâce à COFRA, Linda Kaninda a mis en place El Kakont, un studio de création artistique et littéraire qui bénéficie de la contribution technique et artistique du studio DL Multimédia. Ok, alors quand on parle de Linda, quand on présente Linda, les gens la connaissent dans un certain angle, d'autres ne la connaissent pas. Le plus important, c'est surtout de savoir, il faut qu'on découvre un peu ce qu'elle fait pour pouvoir un peu parler avec elle de ce qui se fait. Alors, tu as eu la gentillesse de nous faire parvenir des petits extraits, des extraits qui nous permettent de dire « Ah, voilà, ça c'est Linda » et ça, on peut découvrir qui elle est. Et on va pouvoir essayer de découvrir ou voir un peu ces extraits-là. Et après, on va se poser un peu certaines questions. Kimia est l'oiseau du soir. Chaque après-midi, quand le soleil décidait de se coucher, Kimia et ses copines allaient puiser de l'eau à la source. Cette source n'était pas très éloignée du village, mais pour s'y rendre, les fillettes devaient traverser une petite forêt inhabitée. Les copines, rapides et agiles, après avoir pris de l'avance dans leurs pas, ont rempli leurs bassins, bidons, seaux, bien avant que Kimia n'ait eu le temps de poser son bidon, encore vide, sur une grosse pierre posée là. Ses bras tout mous n'avaient pas réussi à remplir son bidon très rapidement. Encore une fois, elle s'est retrouvée plusieurs pas derrière les autres fillettes qui, elles, avançaient à pas rapides en restant groupées. Kimia avançait encore, seule, quelques 7 mètres derrière. Elle trébucha sur un morceau de bois mort. Elle tomba au sol, la tête en avant. Le bidon d'eau s'est cassé et se vide déjà de son contenu.
Le visage de Kimia devient tout boueux. La pauvre. Les copines sont bien loin. Elles ne se sont même pas rendues compte que Kimia manquait à l'appel. Oh mon Dieu, elles sont déjà loin. Et je ne connais pas bien le chemin vers le village, dit-elle, juste avant de tomber en sanglots. Elle avait encore les yeux dégoulinants de larmes quand elle entendit une voix qui appelait son nom. Kimia, Kimia. Elle se tut net. Elle pensait avoir rêvé. Ce serait étonnant qu'une copine soit restée à la source, se dit-elle. La voix, en se précisant davantage, se fit entendre une seconde fois. Kimia, Kimia, pourquoi pleures-tu ? Voilà, on vient de voir un premier extrait. Un premier extrait avec Kimia. Et donc, la question qu'on va se demander, c'est, voilà, c'est quoi l'histoire et c'est quoi la genèse de cette histoire? Petite fille unique à sa maman. Et donc l'histoire se passe dans la forêt, donc elle part puiser de l'eau, elle est moins rapide que ses copines, et là elle se retrouve seule, salie, le soir tombe, et elle entend une voix. Elle entend une voix et ça sera un oiseau qui va la rassurer, mais là je vous laisserai découvrir l'histoire. Mais pour ce qui m'a inspiré dans l'écriture, quand on était petit, il y avait, je pense que certains d'entre vous de ma génération connaissent ce qu'on appelait les mamajani. Donc des oiseaux migrateurs qui volent en V et qui se dirigent vers le sud à chaque fois. Et chaque soir, il y a un ballet des oiseaux. Je ne connais même pas le nom en français de ces oiseaux. Je sais seulement qu'en Swahili, on les appelait des mamajani. Et quand ils passaient, on frottait les ongles côte à côte comme ça pour qu'ils laissent au moins une peine que leur passage ne passe pas inaperçu et qu'on les garde avec nous après leur passage. Et donc on justifiait justement les taches sur les ongles en disant que c'était une pleure mamajani qui nous ont laissé avant de continuer. Donc c'est un petit peu l'histoire de ce récit populaire que j'ai mis à ma sauce, et là j'ai fait intervenir un personnage Kimia. Ok, on va revenir sur les détails de ces éléments-là, mais je voudrais quand même qu'on... Je dis, on va revenir sur les détails de ces éléments-là. Ok. On va revenir sur le détail de la création et de tout ce que tu as fait pour mettre en place Kimia. On va écouter. Les détails de la création maintenant, tu veux qu'on en parle? Non, je veux qu'on passe à un deuxième extrait. Après, on va parler. Kaloko est l'histoire de la forêt. Il était une fois, dans une forêt d'Afrique centrale, des fourmis qui vivaient dans une belle et grande fourmilière. Elles vivaient toutes ensemble en harmonie. La fourmilière était un habitat sûr dans lequel elles se sentaient bien. Elles vénéraient leur reine et occupaient leur journée à embellir les allées de leur habitation avec ce qu'elles trouvaient de plus précieux. Les fourmis les plus braves
était celle qui était chargée de s'aventurer en dehors de la fourmilière pour ramener aussi bien de la nourriture que toutes les belles choses qu'elle trouvait. Les plus âgés s'occupaient de l'instruction des plus jeunes. Aucune fourmicette, mâle ou femelle, ne doit se rendre à l'extérieur de la fourmilière avant qu'elle n'ait atteint sa majorité, leur répétait quotidiennement le vieux sage. Soyez patiente. Il ne vous reste que quelques saisons de pluie pour être majeure, rassurait-il. Le vieux sage était la plus vieille des fourmis de la termitière, mais il était aussi le père de la reine. Il avait beau mettre en garde les fourmicettes, cela n'a pas empêché Kaloko, une petite fourmi rouge, de garder secrètement une idée en tête. Voir ce qu'il y a à l'extérieur de la fourmilière. Quand il y a un événement, il y a toujours de la musique qui accompagne cet événement et qui, une fois qu'on l'auditionne ailleurs ou dans d'autres circonstances, on se replonge immédiatement dans l'imaginaire qu'on avait ou dans la situation qu'on avait vécue. Et je crois que l'audio ou le son porte beaucoup, nous apporte beaucoup dans l'affect et dans ce qu'on peut percevoir du monde. Alors, dans mon écriture, je suis également chercheur, tu l'as dit, et pour Kaloko, l'idée m'est venue après une expérience ou après une recherche scientifique qui tournait autour de l'introduction d'une nouvelle matière, la matière de l'introduction au développement durable. C'est une matière nouvelle maintenant qui a été introduite par le système éducatif au niveau primaire. Et il y avait donc toutes ces interrogations au niveau de comment faire pour que les apprenants, les élèves qui ont un niveau, les élèves de primaire qui ont un niveau bas en français puissent pouvoir appréhender une nouvelle matière. Et donc, l'idée m'est venue de mixer les deux approches, une approche essentiellement artistique dans la création littéraire et une approche techniquement scientifique pour pouvoir atteindre mes objectifs de recherche, puisqu'il fallait que, donc, je basais sur une hypothèse selon laquelle il était possible d'améliorer les performances des étudiants ou des élèves en français s'ils participent dans la création de leurs propres ressources pédagogiques. Je me posais cette question et c'était mon postulat de départ au niveau de la recherche. Et donc, j'ai donné comme ça parallèlement les deux activités, la création artistique avec le conte Kaloko et la création recherche, articles scientifiques validés par des pairs et ainsi de suite. Et voilà, donc à chaque fois, il y a ces deux casquettes qui m'accompagnent. Je crois que je vais le présenter plus largement plus tard. Il y a toujours quelque chose que la recherche fait, que l'art ne donne pas. Et il y a une vision artistique qui m'intéresse, qui n'intéresse pas le domaine, la discipline dans laquelle je suis. Voilà pourquoi j'évolue comme ça. Donc, je rappelle pour ceux qui n'ont pas bien entendu que je t'ai passé la parole pour essayer de faire comprendre comment est-ce qu'on peut être à la fois un artiste et un chercheur. Parce que tu es les deux à la fois. Et on a suivi tout à l'heure 2 extraits des livres que tu écris, très intéressants, très captivants. Et donc, pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas forcément des scientifiques, il y en a qui sont scientifiques, il y en a qui sont artistes, il y en a qui sont les deux et pas toujours. Hein. Comment tu fais? D'accord. Dans l'appel que tu as diffusé, tu as dit quelque chose d'intéressant en disant que la recherche
nourrit l'art en donnant une matière première, en fait. Un travail, même si on dit que les artistes vont dans tous les sens, ils vont bien dans une direction. Ils connaissent le produit final, ils avancent pour ce produit final, le produit culturel, dans le format qu'ils veulent, et tout provient d'une idée générale. Donc, c'est développer l'idée générale pour arriver à une création, qu'elle soit scientifique ou artistique ou culturelle. Et donc, la démarche scientifique que je m'impose en tant que chercheur, je l'adapte dans ma démarche artistique. Et les deux se nourrissent. Pourquoi? Puisque pour faire un travail original, un travail original scientifique et un travail original artistique, le maître mot, c'est de ne pas faire ce qui existe déjà, en tout cas de faire une exploration de ce qui existe, d'être précis dans les termes, dans les concepts qu'on développe et qu'on explore pour éviter de partir dans tous les sens. C'est un petit peu ça la pauvreté qu'ont certains artistes qui n'ont pas la casquette de chercheur, c'est de proposer un discours artistique, culturel, mais sans recherche, sans fond, sans fondement théorique, sans référence, et on se rend très vite compte au niveau du produit que le rendu n'est pas satisfaisant. Et je dirais vice-versa. Quand on a une recherche, en tout cas moi ce que j'éprouve, c'est que quand j'ai une recherche scientifique à mener, dans l'exploration documentaire pour pouvoir peaufiner mon sujet et affiner et préciser mon propos, une fois que je diversifie les sources et que je m'attache ou que je m'intéresse à des sources qui ne sont pas typiquement scientifiques, typiquement dans la discipline, je m'intéresse également à tout ce qui est audio, tout ce qui est littéraire. Et là, ça enrichit la discipline fermée que représente la science. Et donc, la chance que j'ai, c'est d'avoir justement ces deux casquettes pour rendre originale à la fois ma recherche et ma création artistique. C'est une chance d'y arriver, mais cela impose une discipline de fer, puisque dans les deux domaines, ce sont des domaines de validation, ce qu'on appelle les validations par des pairs. Donc, une fois que vous passez toutes ces validations, ça vous conforte dans la démarche conjointe que vous avez empruntée. Mais je vous avoue que ça file. Je suis très souvent incomprise d'un côté comme de l'autre. D'un côté, on me prend pour une petite rêveuse, ça c'est dans le monde scientifique, et dans le monde artistique, j'ai la mauvaise casquette ou la mauvaise réputation d'être très carrée, d'être très cartésienne. Donc, voilà. Mais exactement. Et donc, je reste humble et j'avance comme ça depuis plusieurs années maintenant. Et donc, quand on va voir le PowerPoint, là, je pourrais expliciter avec des exemples illustratifs pour pouvoir aider les jeunes étudiants et les jeunes artistes de pouvoir faire un art recherché et une recherche originale. Voilà. Qu'est-ce que je retiens de... Qu'est-ce que tu retiens de ce dilemme, chercheur-artiste? Comment tu fais face à ça? Je retiens un enrichissement personnel. Moi, je suis très satisfaite de mes doubles casquettes. Et quand je tombe sur des gens qui sont autant passionnés, je dirais un petit peu fous, un petit peu timbrés que moi, ça me réconforte parce que je suis pas toute seule, quoi. Et je peux avancer sereinement. Mais l'une des difficultés, c'est justement la validation, d'être accompagnée. Je suis heureuse d'appartenir à un laboratoire de recherche. Je suis doctorante, vous l'avez dit. Il n'a pas été toujours facile d'imposer un langage artistique dans mes propos scientifiques. J'ai deux anecdotes.
La première, c'est que beaucoup de mes articles scientifiques ont été refusés pour publication dans les revues. Pourquoi? Puisque justement, on me disait, non, madame, voilà, vous écrivez comme une romancière, vous vous étendez trop dans les descriptifs. Et ça, ce n'est pas toujours intéressant quand il y a des rigueurs de texte, de longueur de texte et avec des limites de mots à utiliser. J'ai été refusée plusieurs fois, mais j'ai pris ça sportivement, donc voilà, c'est fait pour apprendre. Et la deuxième anecdote que j'aimerais raconter, partager avec vous, c'est quand j'ai rejoint justement mon laboratoire de recherche. Il y a plusieurs projets qui venaient et mon directeur de thèse, qui était mon directeur de laboratoire à l'époque, bref, il voyait les projets défiler comme ça sans trop pouvoir savoir ce qu'on pouvait en faire. Et il avait toujours une démarche scientifique. Non, il faut produire de la recherche avec une méthodologie installée et tout. Et donc, quand je lui demandais voilà, on peut faire aussi un film, on peut faire aussi un conte, on peut diversifier les supports, on peut aller dans une BD. Au début, ça n'a pas été facile. Au début, il n'était pas enclin pour m'accompagner, mais depuis quelques projets maintenant, je crois qu'il me laisse faire, puisque ça portait des fruits et du bon fruit. Et donc, voilà. Je peux maintenant me prétendre être les deux à la fois et être légitime dans les deux disciplines. Tu l'as contaminé, j'imagine. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et la troisième anecdote, très rapidement, ça c'est une anecdote assez personnelle, assez familiale. Il y a une fois ma fille qui me pose la question de savoir, mais maman, pourquoi tu n'es pas une enseignante comme tout le monde, comme toutes les autres, tu vas enseigner puis tu reviens et puis c'est tout. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu écris des livres, en fait? Cette question m'a interpellée, puis c'est là que j'ai compris que c'était essentiel pour moi de pouvoir développer les deux facettes à la fois. Là où je suis insatisfaite au niveau de la recherche, l'art complète cette insatisfaction et vice-versa. Donc, je ne serai malheureusement pas pour ma fille une enseignante comme les autres, ni une artiste comme les autres. Mais est-ce que tu as compris quand elle a posé la question de savoir c'est quoi être une enseignante comme les autres? Tu as compris un peu son problème? Oui, bien sûr. On passe beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps dans la création. Une fois qu'on s'impose cette rigueur, c'est quand on explore des disciplines, des domaines différents pour enrichir une recherche. Pas seulement des livres, pas seulement des encyclopédies, mais je consulte beaucoup des bases de données audiovisuelles. Je passe beaucoup de temps dessus. Je passe beaucoup de temps à auditionner du contenu radiophonique. Je suis abonnée à plusieurs revues photos. Et donc, c'est beaucoup de recherche. C'est beaucoup de recherche pour trouver l'idée. L'idée, elle est peut-être géniale, mais comment arriver à concrétiser une idée géniale en quelque chose de créatif, de positif, de percutant? Je ne serai pas comme tout le monde puisque je prendrai toujours beaucoup plus de temps que tout le monde. J'ai dit en passant que c'est presque une vie esclave aussi. Je te pose la question parce qu'on se retrouve un peu dans le même contexte. C'est très intéressant. On est au mois de mars, le mois de la femme, les femmes se battent aujourd'hui. J'imagine que c'est évident d'être à la fois femme, auteur, artiste. Je ne sais pas comment tu fais, mais je crois que tu dois avoir... Malheureusement pour moi, une journée ne compte que 24 heures. Ça, c'est mon malheur. J'ai tout fait pour pouvoir développer des systèmes, des dispositifs pour allonger le temps, mais ça, je ne maîtrise pas le temps. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. On prend trop de temps, entre guillemets trop, mais on prend beaucoup de temps à construire produits qui soient de la recherche scientifique ou des produits culturels artistiques. On prend beaucoup de temps. C'est très exigeant. Et j'ai eu à travailler dans certains bureaux qui accompagnent les artistes en termes de subventions.
Et je sais que j'ai été intransigeante à ce niveau-là. Donc, quand je recevais les artistes, je leur demandais quand même de produire un travail de recherche, pas seulement un travail génial au niveau artistique, mais pour pouvoir être validé par les prochaines générations, il faut chercher, il faut se documenter, il faut être intransigeant. Et là, il y a des œuvres qui disparaissent, des œuvres artistiques qui disparaissent dans le temps, mais il y a des œuvres qui sont là depuis des millénaires. Pourquoi? Puisque il y avait pas seulement du génie, mais il y avait également de la recherche, il y avait également un certain savoir, une documentation assez fouillée. Et ça, c'est une exigence qui s'est imposée à moi et que j'espère imposer aux autres d'une certaine manière, voilà. Merci Linda. On va avancer puisqu'on va donner le pouvoir. Si tu peux nous faire un peu le montage, puisqu'on parle de crédit aujourd'hui, comment être chercheur, comment la recherche, faire de la recherche pour créer, c'est un peu la petite présentation que tu as préparée pour nous. Est-ce que tu penses que tu peux la partager et la commenter ensemble avec nous? Que vous la lanciez et puis très rapidement, on va aller sur quelques diapos. On va s'appesantir sur quelques diapos et pas faire le tout. Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas. Mais si tu lances à partir de la tienne, attends, je pourrais la voir. Donc, Tu donnes un moment, je vois la technique, si on peut la lancer. Ça va pour toi, Emma? oui, mais j'essaie encore de partager la fenêtre. C'est bon. Là, c'est bon, je crois. C'est petit de votre côté. Vous voyez mon écran? Oui, on voit. D'accord. Et donc, très, très rapidement, il y a une méthode classique au niveau de la recherche avec 6 grandes étapes qui va de l'idée générale ou l'idée imprécise, vague que l'on a et qui va passer plusieurs étapes, une étape de conception, de construction jusqu'au produit fini. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est cette méthode classique au niveau de la recherche scientifique qui m'aide dans la création artistique également. Et donc là, je me suis inspirée quand même du slogan de Cub pour dire oui, ne sois pas génial seulement, sois essentiellement créatif. Et la création, c'est un travail de construction. C'est un travail de construction, de documentation et donc de recherche, même quand on est en art. Et je dirais même surtout quand on est en art pour arriver à une originalité et un sens construit. Il ne suffit pas d'être génial, il faut également être créatif. Et donc, je disais que l'alliance entre les deux était possible. C'était assez compliqué, mais c'est faisable. Donc, l'art rend la recherche originale. Petit moment, avec, Linda, on l'entend bien, mais on n'a rien sur l'image. Donne-moi 2 minutes, quelques secondes. Je me permets de m'excuser auprès de tous ceux qui ont évidente de recherche. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ces petits désagréments techniques. Donc, je remercie infiniment toute l'équipe technique de Cub sur place à Lubumbashi qui ont le direct possible. Je sais que c'est pas évident, mais félicitations et merci.
Alors, Linda, tu m'entends? Oui, je suis avec vous. J'ai essayé de reprendre ta diapo. Moi, si on peut Mhm. la voir, parce qu'on t'entend, mais on ne voit rien. Si tu coupes le partage, moi, je vais partager. D'accord. J'ai arrêté le partage. OK. Donc, je ne sais pas si tu vois la Linda. Oui, oui, en effet. Donc, Voilà. Je suis. on peut aller rapidement à la troisième diapo. Voilà, donc je reviens, c'est un travail de construction et non seulement un travail de génie. C'est aussi un travail de recherche dans l'un des domaines comme dans l'autre. On peut aller sur la diapo suivante. Et donc, je disais que l'art rend la recherche originale, pendant que, et au même moment, je dirais, la recherche rend l'art, je dirais, intelligent, intelligible, documenté. Au niveau de l'exploration, mais pas seulement, il y a également au niveau de la réalisation. Et vu que je parle essentiellement à des artistes, je me permets de dire, si vous faites un travail de recherche, votre travail vaudra de l'or et vous connaîtrez pertinemment la valeur de votre produit. Vous pouvez donc demander des subventions à la hauteur des exigences que vous êtes vous-même posées au départ. Et ensuite, il y a au niveau de la recherche, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, scientifique. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est la diversification. Alors, Linda? Allô, vous entendez? Oui, 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 bien sûr, je suis là. OK. Je vais passer au slide suivant. Exactement, oui, je peux défiler. Et donc là, par exemple, c'était l'atelier qui a abouti à deux produits différents. Un produit recherche scientifique et un autre produit artistique, donc le conte de Caloco. Et c'était une expérimentation menée avec les élèves de 4e primaire à l'Institut supérieur pédagogique. On peut poursuivre. S'intitule Là où finit ma recherche, là commence mon art. Et donc, c'était un travail de recherche sur la pédagogie issu d'une réflexion en collectif. Nous travaillons sur le développement de supports pédagogiques audio, toujours dans le monde de l'audio, tu me diras. Et cela m'a apporté à développer une collaboration avec la fédération du handisport et on a finalement abouti à un spectacle vivant produit 2 fois à l'Institut français de Lubumbashi. J'ai été accompagnée pour ce faire par le collectif d'art Harlem. Voilà. Et c'était un spectacle de danse. Je ne sais pas si vous me captez. Allô, je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, je t'entends, Linda. D'accord. Bon, très rapide. Je peux finir en disant qu'il y a beaucoup d'influence entre les deux à mon niveau, bien que, oui. Oui, là, c'est également une recherche scientifique qui a abouti à travailler dans le cadre du festival Kidogo Kidogo, dans la création de films d'animation par les jeunes enfants, puisque le postulat, comme je vous l'avais dit, la réflexion au départ, c'était de dire qu'on améliore son parcours cognitif en participant à la réalisation ou à la création des supports pédagogiques. Et donc ça également, ça a été un travail intéressant dans la co-construction avec les jeunes enfants pour pouvoir améliorer leur performance cognitive. Et là, par contre, c'est quand l'art nourrit la recherche. Donc, on est parti d'un projet artistique international, européen, au niveau de la chaire UNESCO, à l'université Bordeaux-Montaigne. Et cela aboutit à des films, à des réalisations de films. Mais c'était d'abord un travail artistique à faire. On a produit des films, on a produit des supports audio, du texte. Et cela aboutit à une recherche finalement, à une recherche. Donc, la matière première audiovisuelle, culturelle, artistique nous a permis de mener une réflexion scientifique au niveau des thématiques portées par la chaire UNESCO Communication pour le développement. Là également, donc intelligence artificielle, il y a un challenge en cours sur l'intelligence artificielle en Afrique, et on a fait concourir des étudiants africains de plusieurs pays, de plusieurs pays africains, où ils présentent justement les représentations. Donc c'était d'abord essentiellement un travail artistique avec une production audiovisuelle, des films, des courts-métrages, mais ensuite ça aboutit à qui sera bientôt sur les représentations sociales de l'intelligence artificielle en Afrique à partir justement des ressources audiovisuelles dont nous avons accès grâce à cela. Et la dernière diapo, je crois, et on finit, c'est pour ma propre thèse. Pour ma propre thèse, si on va à la dernière diapo, pour ma propre thèse, donc je travaille sur l'éthique computationnelle, donc l'usage du computer par les enseignants congolais. Et très longtemps, pendant 7 ans de recherche, je travaillais sur ce qu'on appelle les pratiques non conformes. Donc non permises, non conformes aux prescrits institutionnels et fonctionnels. Mais le terme non conforme ne me satisfaisait pas, personnellement. Et donc, pour ça, j'ai dû glaner en dehors de la discipline ou en dehors des bouquins classiques. Je suis allée chercher dans la littérature le terme anorme qui finalement correspond exactement au concept que je veux développer dans ma thèse. Et donc là, par exemple, c'est l'exemple concret d'un emprunt du monde de la discipline littéraire, purement, c'est un roman, et d'ailleurs c'est un roman littérature en jeunesse, et que j'emprunte pour nourrir ma recherche scientifique au niveau de la discipline sciences de l'information et de la communication. Donc voilà des exemples illustratifs pour voir le ping-pong, pour illustrer le ping-pong entre les deux, comment ils s'enrichissent et ils se complètent essentiellement dans le travail que je mène depuis une vingtaine d'années maintenant. Ça ne me rajeunit pas. Linda, on t'aime bien comme ça. C'est pas que voilà. On sait que tu être créatif, c'est refaire chaque jour, c'est réinventer chaque jour. Et donc voilà, ça nous permet de nous dire voilà qu'on reste actif quoi. Et donc vif et jeune quoi. Donc t'inquiète pas par rapport à un thème comme ça. Alors, puisque évidemment réponse. Mais avant la partie question-réponse, on va juste regarder une petite pub. Voilà,
présentation de Cube Création et on va aussi, en passant, parler aussi un peu de tes initiatives, tes entreprises aussi que tu mets en place, notamment avec ta structure COFRA et Elka Compte. Alors, Lina, je disais qu'on est de retour. C'était la petite minute pub pour un peu parler de Cube Création, qui est l'incubateur orienté vers les industries culturelles et créatives, et particulièrement l'audiovisuel et multimédia et les arts numériques. Voilà, un clin d'œil là-dessus. Et je sais toi-même, avant qu'on passe aux questions-réponses, que tu es aussi entrepreneur. Tu as notamment la structure COFRA et Elka Compte. Est-ce que tu peux nous dire un peu en gros, c'est quoi la démarche? On en a un peu parlé dans ton CV, mais par rapport à toi, de manière simple. D'accord. En quelques mots, COFRA, c'est un cabinet conseil. C'est un cabinet conseil que j'ai créé en 2014 qui propose des solutions en formation pour les entreprises pour renforcer les capacités des salariés. Et donc, le dispositif, c'est un dispositif multimodal, présentiel, distanciel, mais essentiellement distanciel puisqu'on parle de salariés qui sont employés en profession, qui travaillent en activité. Et donc, il y a plusieurs dispositifs. Il y a un dispositif de formation qui est mis en place avec des ressources pédagogiques, toujours dans la même logique, multiformat. Ce n'est pas seulement du texte, mais c'est essentiellement de l'audio, de l'audiovisuel et tout ça, pour que les salariés puissent renforcer leurs compétences et leurs capacités dans des domaines précis que n'offrent pas les formations classiques à Lubumbashi. Et donc, en 2014, j'ai créé ce studio, ce cabinet conseil. Et cela m'a amené à développer justement une autre casquette. Vraiment, là, c'est vraiment de l'artistique. C'est le studio Elka Compte. D'ailleurs, je crois que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont surpris peut-être d'entendre ma voix et de savoir que c'est moi qui écris des contes, c'est moi qui ai collaboré dans tel ou tel projet artistique. C'est plus que je ne signe pas très souvent avec mon nom, je signe avec mon pseudo. Et donc, le studio Elka Compte me permet de développer des projets typiquement artistiques de faire des collaborations intéressantes. Et je dirais maintenant, au départ, c'était COFRA, donc un cabinet conseil très structuré, très scientifique, qui nourrissait Elka. Mais maintenant, en termes de nourriture, c'est l'inverse. C'est plutôt Elka qui nourrit davantage COFRA. Donc, voilà un petit peu ce que COFRA fait et ce que Elka Compte fait. Donc, Elka Compte, c'est vraiment le studio de création artistique et littéraire qui développe des contenus culturels, qui accompagnent, qui signent des contrats de collaboration et de production. Et Elka date de 2016, COFRA est un petit peu plus vieux, il est de 2014. Ok. Bon, c'est des projets que tu as depuis très longtemps, donc j'imagine que tu te sens particulièrement concerné par la thématique de à la fois raconter, création. Ah, Douglas, tu as coupé ton micro au même moment. On va très vite passer au jeu de questions-réponses. Je vois ici Trésor qui nous a rejoint. Peut-être qu'il va avoir des questions à te poser aussi, mais il n'est pas seul. Il y a d'autres personnes aussi qui sont en présentiel et en ligne, parce que Trésor est venu le rejoindre aussi à Cube Création. Et donc, je vois, on a parlé
faire de la recherche pour créer. Voilà, c'était ça le terme. Et moi, j'aimerais d'abord, je sais que tu l'as expliqué d'une certaine manière, mais à l'intention de ceux qui nous suivent un peu, euh, c'est important de faire de la recherche pour créer, avec ton expérience. Dis-nous un peu comment. C'est important de faire de la recherche pour créer, puisque la création, le produit culturel que vous voulez mettre en place ou développer, c'est un produit qui entre dans un marché, qui entre dans un paysage existant. Donc pour cela, pour rendre votre travail original, percutant, intéressant, il faudrait le confronter avec des ressources qui existent déjà, ou le conforter avec des ressources techniques, conceptuelles, théoriques qui existent déjà, qui vont enrichir votre travail de recherche, de recherche artistique. C'est un travail, votre travail artistique est une construction. Et en termes de construction, il faudrait justement se rassurer que c'est original, que ça parle, que le format que vous utilisez va toucher le public que vous désirez. Et tout ça, c'est un travail de recherche. Là, je m'adresse spécifiquement, si tu le permets, aux cinéastes et à tous ceux qui travaillent dans le monde audiovisuel. Quand on demande, par exemple, vous avez un projet de film ou quoi que ce soit, les gens disent oui, ben, ils expliquent, ils parlent de leur idée de manière très, très intéressante. Mais un scénario, c'est d'abord un travail écrit. Et si le producteur que vous désirez attirer dans l'aventure ne comprend pas ce que vous avez écrit, c'est un problème. Il ne peut pas apporter les moyens que vous lui demandez. Et donc, il y a tout ça aussi à intégrer dans la démarche de construction artistique. Là, je m'adresse vraiment aux artistes, puisque le code voilà, est là pour ça. Donc, la recherche, c'est essentiel dans la création artistique que vous voulez mener. Essentiel au niveau exploratoire, mais également au niveau de la construction. Et je crois que même, il y a un détail peut-être sur lequel je ne suis pas revenue très souvent, le monde de la recherche scientifique est très intransigeant puisqu'on passe par des évaluations par des pairs. Donc, on vous évalue pour pouvoir être publié ou pas. Et cela nous apporte à nous, les chercheurs, une certaine humilité avec le produit que nous aurons. Et c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'on est humble finalement dans une proposition artistique. Plus vous serez confronté à des idées contradictoires ou à des avis contradictoires, mieux sera votre produit. Et ça, c'est une chance de le faire avec la recherche, puisque ça nous nourrit également. On a de la perspective dans le produit artistique que nous développons. Donc, voilà. Et si je dois parler aux étudiants, finalement, qui font de la recherche dans le domaine de l'audiovisuel, du digital, du numérique, faites de la recherche, mais gardez votre sensibilité artistique. Cela apportera de l'originalité dans votre travail de recherche. Donc, intéressez-vous, diversifiez vos ressources, vos sources de documentaires, diversifiez les formats de diffusion de votre recherche. C'est valorisant pour vous et pour votre propre travail de chercheur. En tout cas, merci Linda pour cet apport. Je pense que ça donne matière à réflexion aussi et ça donne envie, évidemment. Parce que ici, à Cube Création, évidemment, on insiste sur le fait que la création ne vient pas au hasard. Il faut piocher. Et donc, pour piocher, il faut évidemment construire. Voilà, j'ai une main levée des chers UNESCO, pratique émergente. Il y a une question là. Vous avez la parole. Je ne sais pas qui c'est exactement. C'est le professeur Koulibaly. Ah, c'est le professeur Alain. Bonjour, professeur. Oui, bonjour Douglas, bonjour à tout le monde. Bonjour. Linda. Ben, j'ai suivi avec intérêt ces échanges. Je n'ai pas tout suivi, je suis arrivé un petit peu en retard, donc du coup, je n'ai pas
je n'ai pas des informations sur les créations artistiques de Linda qui ont été évoquées au début, mais je pense que j'aurai l'occasion de les découvrir. C'est intéressant comme échange hein, et comme sujet aussi, et d'avoir pensé associer la question de la création et la question de la recherche dans cette réflexion, ce qui m'a amené à découvrir un petit peu plus cette dame qu'on appelle Madame Linda Kaninda, sous ses différents aspects, entrepreneur, artiste et chercheuse. Je connaissais seulement le volet de la recherche, mais je ne connaissais pas tous les autres volets. Voilà, donc c'est déjà dire ma satisfaction de voir ce genre de débat, et j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est intéressant pour le public. Et une petite question à l'intervenante, hein, c'est celle de savoir si en quoi le côté artistique qui est en elle peut être un frein au développement de la recherche scientifique. J'ai la parole, Douglas, ou... Professeur Linda, alors bonne chance pour toi. Je présente le professeur Alain Kihindou, qui est mon directeur de thèse. Ah oui, donc dis pas de bêtises. Hein? Non. Bon, je suis quand même... merci de votre présence, professeur. Je crois que la chaîne YouTube va vous permettre, ou la rediffusion, ou la vidéo, je ne sais pas, c'est retransmis. Donc, il y aura un lien où vous pourrez écouter mon côté artistique, puisque c'est essentiellement du conte parlé. On a un dernier extrait, hein, quand même, qu'on entendra. Ah oui, c'est vrai. Et donc, vous allez découvrir un petit peu cette facette de moi. Mais comme je l'ai dit, je ne le signe pas avec mon nom, j'ai un pseudo. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que quand vous me cherchez, si vous cherchez Linda, vous n'allez pas trouver grand-chose. Vous allez trouver uniquement mon côté scientifique. Et en quoi est-ce que la production artistique est un frein? Là, je souris. Pourquoi? Puisque nous avons eu plusieurs échanges à ce niveau. C'est un frein puisque c'est une exigence personnelle, au fait, de nourrir, de garder cette flamme artistique en moi. Pendant que pour la recherche scientifique, il y a des rigueurs au niveau de la démarche, au niveau du temps. Il faut produire des articles dans un temps déterminé, dans un calibre fait, dans un format. Et à ce niveau-là, pour passer toutes ces évaluations, pour être validé par nos pairs ou validé par la discipline, il est vrai que mon côté artistique peut pénaliser, freiner mon côté recherche scientifique. J'ai fait les frais de beaucoup de mes aventures. Donc, je vous ai dit, par exemple, il y a des revues qui ont refusé mes articles, des revues scientifiques qui ont refusé mes articles, puisque j'avais un langage un petit peu littéraire. Voilà, je m'étendais un petit peu sur les détails. Et donc, au niveau des disciplines, ce n'est pas toujours bien perçu qu'il y ait des inputs d'ailleurs. Et quand on prend le risque de faire des inputs au niveau, des inputs par exemple au niveau littéraire, là je vous ai parlé d'un concept, le concept de la norme, c'est un risque que je prends puisque je dois le construire. En fait, je dois justifier cet emprunt d'une discipline étrangère. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là? Et c'est un risque que je prends puisqu'il peut être rejeté par les pairs, comme il peut être accepté. Mais c'est un risque que je prends de manière assumée. Et pour ça, je construis le concept emprunté. Je ne fais pas seulement que le citer, mais je le construis. Et donc, les réticences ou les freins se situent à ce niveau-là. Ce sont quand même des disciplines fermées, cloisonnées, en termes de sciences. Mais également, il y a tout le travail au niveau du temps qui est imparti, au niveau du temps scientifique, du temps de la thèse, du temps de l'article, qui impose un certain tempo, un certain rythme de travail qui peut être mis à mal quand on veut faire de l'artistique également.
Donc, voilà. Et là, je parle au professeur, je sais en ce moment, il sourit, même si on ne le voit plus à l'écran. Nous avons eu plusieurs échanges à ce niveau-là. Donc j'imagine un peu, voilà, que ça c'est intéressant. Et je pense qu'on est toujours dans une espèce de dilemme dialectique en même temps aussi. Est-ce qu'il faut parler science, il faut parler art, mais à quel moment À quel moment, sous quel format, ne pas paraître très légère, puisque quand on fait de la science, il faut utiliser des termes précis, il faut être rigoureux. Et donc, le côté artistique peut nous amener un petit peu dans une fantaisie. Il faudrait rester rangé dans une discipline. Et c'est pour ça que les deux m'intéressent. Donc là où, comme je l'ai intitulé tout à l'heure dans les diapos, là où la recherche finit, ou doit s'arrêter, ou me limite, eh ben, je m'étends dans ma casquette artistique. Et voilà. Mais pour juste clôturer cette question, je dirais, comme j'ai répondu à ma fille, je ne serai pas une chercheure comme les autres, comme je ne serai pas une artiste comme les autres. Mais c'est un choix périlleux. Je ne conseille pas ça à tout le monde, mais c'est un choix qui me satisfait depuis des années. Voilà. Merci beaucoup, Linda, en tout cas, pour cette intervention. Je pense que ça nous enrichit. On va bientôt atterrir vers la fin, mais c'est juste que je voulais savoir si Trésor, qui était là, avait une question à Linda. Je sais que Trésor est aussi dans la création cinématographique, dans la création de contenu visuel. Et donc, ça l'intéressait particulièrement de venir écouter aussi, parce que, comme beaucoup d'artistes m'ont dit en aparté, ils disent, nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des artistes. Qu'est-ce qu'on va aller raconter là-bas? Qu'est-ce qu'on va entendre? Mais on est quand même curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, j'ai plaide un peu en faveur de tous ceux qui sont derrière les écrans et ceux qui m'envoient des chats personnels sur WhatsApp, qui ont peur d'avoir une réaction terrible. Dire que voilà, l'art et la création et l'art et la recherche ont des points où ils se rejoignent aussi, et des points où voilà, il y a des différences. Je ne sais pas, Trésor, tu as une question? Aujourd'hui, non. Ah voilà, Trésor n'a pas de question aujourd'hui. Je l'ai intimidé, mon Dieu, je l'ai intimidé. Mais on reste ouvert puisque la masterclass va se poursuivre et j'espère te revoir encore, Linda, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la création et la recherche. Tu es toi-même aussi à cœur en fait t'occuper des différents projets. Mais avant d'atterrir, j'aimerais que nous entendions quand même un dernier extrait de toi. Il est complètement audio. Donc, pour ce faire, je vais d'abord mettre juste une image pour nous aider à intégrer. Tu me l'as dit en aparté que c'était quelque chose qui était lié à une expérience très personnelle. Donc, je partage donc ton image en fond d'écran et on écoute l'audio qui a été lu par notre voix off officielle à Quelle Création, Karen Kinji. Elle a lu ce texte et j'invite tout le monde à l'écouter. Combien de personnes croisions-nous durant une journée? Par sélection naturelle, nous les trions pour ne garder en mémoire que ceux qui en sont dignes. Cette fille-là dans l'auditoire au regard furtif, et ces pasteurs-là à la place du marché avec sa voix craquelée, et ces wewa en survêt avec ses klaxons insistants, et ces nouveaux voisins qui grillent son poisson salé à l'odeur tenace, et ces jeunes garçons à la chemise blanche dans les taxis, plutôt stylés. Dans cette atmosphère tumultueuse, il arrive qu'un individu se manifeste et entre par effraction dans notre mémoire. Quelques mots sursurés suffisent. S'il vous plaît, monsieur, madame, vous avez 1 minute? En vous arrêtant, vous les faites entrer. C'est ce qui s'est passé entre Jemima et moi. Nous vieillirons certainement ensemble, tant que ma mémoire ne s'est fait pas dévorer par monsieur Alzheimer, elle y sera. Mais dites-moi, la mémoire, c'est plus grand que la tête, non? Elle aura donc plus d'espace pour y vivre. Je dis, ici, le gros challenge, c'est voilà,
faire la masterclass avec tous les aléas qu'on a connexion. Aujourd'hui, on a un gros orage dans le ciel. Et généralement, quand il y a un gros orage, on a beaucoup de problèmes de connectivité. Donc, ça coupe, ça revient et c'est pas évident. Donc, ça fait partie du gros challenge que font les jeunes qui sont en incubation ici à Dell Multimédia. Ils apprennent justement à se mettre en situation assez complexe. Je te passe les détails de tout ce qui s'est passé en coulisses. Hein. C'était toute une aventure qui fera sûrement l'objet d'une autre masterclass aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Merci pour tes échanges. Je signale à ceux qui nous suivent sur notre groupe WhatsApp qu'on va envoyer évidemment le slide hein, de la diapo hein, de la présentation et que voilà, pour des questions-réponses, peut-être qu'on peut organiser une séance un peu spéciale d'échange avec les questions qu'on aura récoltées. Et on pourra ainsi faire une petite master ou un petit échange sur voilà, les soucis et les créations des artistes. Quoi. En tout cas, c'était très enrichissant. Merci au professeur Alain Kiyindou qui nous a fait le grand honneur d'être là. Je sais qu'il a plusieurs occupations. Et donc, s'il se donne la peine d'être là, c'est vraiment qu'il est intéressé par le sujet. Et on croise les doigts qu'il nous rajoute même un tout petit peu dans notre côté artistique. Je crois qu'il a un peu ça dans l'âme, sauf qu'il les tue un peu. Mais on est très heureux. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers nos différents réseaux WhatsApp. Et je tiens à vous rappeler que c'est intéressant de vous abonner à la chaîne TV de Cub Création TV, de nous rejoindre sur notre WhatsApp et sur notre Telegram. Vous aurez toutes les infos sur les offres, sur les propositions, les formations qui sont organisées. Alors, Linda, un mot pour conclure? Restez connectés. C'est l'une des rares fois que j'ose me mettre devant l'écran. Et donc, les prochaines fois, au niveau de Cub, je serai derrière. Je suis à Cub, donc nous sommes une équipe pour vous accompagner, les étudiants, les chercheurs, les artistes. Donc, au-delà de la masterclass, il y a quand même des sessions qui vont vous intéresser. Donc, restez connectés à la page de Cub Création. Mais juste un mot pour l'équipe. Donc, merci encore à l'équipe de s'être dérangée. Je sais comment c'est difficile. Merci et bravo. Merci Douglas. Et juste, je te mets au défi. Je rentre à Lubumbashi et la prochaine fois, c'est toi qui seras l'invité. Merci. On tient le défi. Je vais remercier toute l'équipe technique qui était derrière cette création. Voilà, commençons par ma réalisatrice Perside qui se bat avec tout ce qui est comme aléa du direct. Nous avons le graphiste Joseph Bipéou et Landry qui sont cachés quelque part. Nous avons notre assistante à la production, Laetitia Kalanga, mais qui n'est pas seule. Elle est accompagnée par notre formidable voix off Keren. Mais autour de tout ceci, on ne peut pas oublier la création sonore signée Magellan Kaosi. Donc, tout ce qu'on a entendu comme voix et création et qu'on va repartager dans le groupe WhatsApp et Telegram, c'est voilà, la signature sonore a été faite par Magellan Kaosi. Donc, on est tout content hein, de compter toute l'équipe. Mais il y a aussi tous les autres membres de Cub et de DL Multimédia qu'on ne va pas tous citer ici. Sans oublier la présidente Karine Kalunga, qui est quand même le seigneur tout honneur qu'il ne faut pas oublier, sinon c'est chaud pour moi. Mais merci beaucoup Linda en tout cas, et on reste en contact pour la suite, et on passe au générique fin. Allez, ciao, restez connectés et à plus tard.